bienvenue dans Mêlée à 5, l'émission qui traite de la Coupe du Monde de rugby 2019 qui a actuellement lieu au Japon et qui est malheureusement terminée pour nos Bleus, défait 20-19 par le Pays de Galles le week-end dernier à Oita. Et pour parler des Bleus, j'ai plusieurs chroniqueurs autour de la table, notamment Anthony L'Ancien qui nous fera son carton rouge sur Vahamaina. En face de lui, Tom Evely qui fera le souci du détail sur les joueurs étrangers qui jouent dans différentes sélections. Et à ma droite, Mathieu Agro qui fera son Facteur X sur le pack sud-africain. Et pour épauler tous nos chroniqueurs, Monsieur Statistique, Valentin Yorka. Et pour commencer cette émission, on ne va pas attendre plus longtemps, partir sur le carton rouge d'Anthony L'Ancien. Alors Anthony, 48e minute, Aaron Wainwright prend un violent coup de coude de Sébastien Vahamaina. Je vous laisse distribuer votre carton rouge. Effectivement, c'était la 48e minute à Oita. Les Bleus mènent 19-10 contre les Gallois. Ils sont à 5 mètres de l'embut. Ils forment un groupé pénétrant qui va sûrement aller s'écrouler derrière la ligne d'essai. Et là, dans ce maul, Sébastien Vahamaina assène un violent coup de coude au 3e ligne gallois. L'arbitre sort le rouge, logiquement, c'est l'exclusion et c'est forcément le tournant de ce match. Alors, on a vu plusieurs interviews dans l'équipe. Alors, je vous laisse la dire, celle de Vahamaina. Avant le match contre le Pays de Galles, il avait donné une interview assez intéressante qui finalement ne reflète pas du tout son comportement sur le terrain. Oui, en effet, le 17 octobre dernier, il a donné une interview au journal L'Équipe où il dit, je cite, « Tapez direct sur Internet Vahamaina et la première chose qui sort, c'est mon carton rouge contre Agen et le doigt d'honneur que j'ai adressé au public. J'ai été insulté tout le match, j'ai honte. » Donc il disait avoir honte justement de cet épisode-là dans ce match. Et au final, il l'a refait contre les Gallois au plus mauvais moment pour l'équipe de France. Au final, il réitère, alors que les Bleus étaient en position favorable pour prendre les 3 points, un membre du staff avait demandé de prendre les 3 points. Pourtant, les Bleus avaient d'autres ambitions. Ah oui, ils étaient clairement revenus des vestiaires avec des ambitions et des intentions. Et logiquement, ils ont choisi d'aller en touche, oui, exactement, pour aller peut-être à l'essai. Preuve que les 3 points ne leur suffisaient pas et qu'ils voulaient clairement les 5 points et qu'ils étaient sûrs de leur force. Et puis voilà, malheureusement, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait se passer. On se fait la réflexion après coup. C'est dramatique, mais on ne pouvait pas envisager un tel geste. Alors, on décrypte l'action d'abord pour que le téléspectateur comprenne. Qu'est-ce qui a fait câbler Vahamaina? Pourquoi est-ce qu'il a asséné ce coup de coude à Wainwright? On sait qu'il y a eu un accrochage. Il y a eu un accrochage, mais malheureusement, je pense que quand on a le nombre de sélections et l'expérience internationale que possède Sébastien Vahamaina, c'est impossible de faire une faute pareille quand on sait en plus qu'il y a 25 caméras autour et que ce geste ne va forcément pas échapper à la TMO et aux arbitres. Je ne comprends pas, c'est incompréhensible ce qu'a fait Sébastien Vahamaina. Et en tout cas, il prive les Bleus d'une demi-finale de Coupe du Monde. Il a ensuite annoncé le lendemain, lundi en fin d'après-midi, qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Donc voilà, sans doute frustré, sans doute déçu de priver les Bleus d'un très bel épisode de Coupe du Monde. Un geste que personne ne comprend. Le centre international gallois, ancien international gallois Jamie Roberts, a dit que ce genre de geste devait être traité en cour d'assises. C'est pour montrer à quel point le geste était violent. Pourtant, Sébastien Vahamaina, c'est pas un joueur qui prend beaucoup de cartons dans sa carrière. Non, dans sa carrière, seulement 6 cartons jaunes en tout, dont 2 cartons rouges. Le premier face à Agen. Et le dernier, malheureusement, au pire moment contre l'équipe de France, contre l'équipe galloise avec l'équipe de France lors du quart de finale. Et pourtant, les Français n'ont pas l'habitude d'être sanctionnés à ce niveau-là. C'était le premier carton rouge de la France en Coupe du Monde. Donc voilà, il arrive au plus mauvais moment et puis c'est comme ça, c'est un fait de jeu, regrettable, mais ça reste un fait de jeu. Et puis je pense qu'il ne faut pas non plus accabler Sébastien Vahamaina. Mais si on ne vous a pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Sébastien Vahamaina? Peut-être Tom pour commencer. C'est très très dur d'expliquer. Ça pourrait être à la limite compréhensible si l'équipe de la France était menée au score, pris dans le jeu, pris dans le combat. Mais là, à 19-10, 3 minutes à la fin, balle emportée, un maul à 5 mètres de la ligne. C'est dur à comprendre. Il a totalement pété un câble, tout simplement. On connaît Vahamaina de ses petites fautes, notamment pendant le match. C'est lui qui a concédé la première pénalité, que Bigard il met les 3 points pour arriver à 12-10. Mais de là à mettre des coups de coude, c'est incompréhensible. C'est totalement débile et ça peut-être prive l'équipe de France d'une demi-finale en Coupe du Monde. C'est d'autant plus navrant que Sébastien Vahamaina était un des seuls joueurs d'expérience dans ce groupe français. C'était un homme de confiance de Jacques Brunel qui lui accordait beaucoup d'importance malgré son indiscipline récurrente sur ces derniers matchs. Donc c'est forcément incompréhensible. La France avait les cartes en main pour réaliser un exploit face à cette équipe galloise. Malheureusement, ça semble être quand même le tournant du match.
Et c'est surtout, si je peux me permettre, la journée avait très bien commencé pour Sébastien Vamaina qui avait inscrit son premier essai en 46 sélections. Donc voilà, c'est lui qui enclenche la machine. C'est les premiers points inscrits par l'équipe de France contre les Gallois. C'est lui qui enclenche la machine, mais malheureusement, c'est aussi lui qui vient la freiner, qui vient l'arrêter. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça, donc voilà, pas de demi-finale pour ce 15 de France. Une Coupe du Monde, voilà, qui est terminée pour nos Bleus, mais qui est aussi marquée par les sélections. On va passer au SDD de Tom Ively. Alors Tom, il y a plusieurs règles dans les sélections. On va d'abord commencer par les étrangers qui jouent dans un autre pays que le leur. Oui, effectivement, on va faire un petit point sur le protocole et que dit le règlement de World Rugby. C'est la loi numéro 8, en effet. Un joueur peut représenter une nation autre que celle de naissance s'il a un parent ou grand-parent qui vient donc de ce pays en question ou s'il réside dans le pays depuis 36 mois, donc soit 3 ans. Il y a un changement prévu pour 2021 qui dit que ce sera de 5 ans et pas 3 ans de résidence. Alors, ça c'est la règle de base qui est instaurée par World Rugby. Il y a une règle qui prime selon les sélections. Qu'est-ce que dit le 15 de France ou la Fédération française de rugby par rapport à ces joueurs étrangers? Est-ce qu'ils mettent plus de barrières? Oui, effectivement, la FFR, ils ont décidé de mettre une barrière en plus. Tout joueur qui veut jouer avec l'équipe nationale doit avoir un passeport français. Tout simplement, on voit Raka ou Vakatawa, en effet, qui jouent en équipe de France, mais qui sont fidjiens d'origine, de naissance. Eux, ils ont donc le passeport français qui leur permet de jouer en équipe de France maintenant. Et les sélections autres, alors là on va parler d'autres choses que les joueurs étrangers, juste pour être sélectionnés dans leur pays, il y a des sélections qui sont très très sévères, notamment la sélection anglaise, et galloise et australienne. Oui, là c'est pas tant sur le point d'étrangers, mais juste pour la sélection. Donc l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande, eux, pour jouer dans ces pays-là, tu dois jouer dans le championnat national. Donc pour tout joueur anglais, ils doivent participer à la première chip. Et pour tout joueur néo-zélandais, ils doivent participer donc à la Super Rugby dans l'hémisphère sud. Donc participer à leur championnat. Oui, effectivement, dans le championnat national. Pays de Galles et l'Australie, c'est un petit peu pareil, mais il y a une différence, c'est que tout joueur au-delà des 60 sélections peut jouer à l'étranger. On pense à Adam Ashley Cooper, notamment en équipe d'Australie. Voilà, un peu plus de laxisme, notamment Oui. Eliaf Penny qui avait rejoint Toulon. Oui, effectivement. Alors que Louis Webb, lui, n'a pas dépassé les 60 sélections et qui n'a Non, pas pu et participer. il était très très proche d'ailleurs des 60 sélections. Il était proche. Oui. Mais bon, une décision de sa part, tant pis pour lui. Il y a d'autres joueurs devant lui. Alors des sélections qui sont beaucoup moins laxistes et qui s'appuient uniquement sur World Rugby, c'est les Japonais. Oui, les Japonais, qui est la nation qui a le plus de joueurs éligibles à la règle de la résidence. 12 joueurs en tout, donc c'est quasiment un 15, donc c'est quand même énorme. Bon, ils ont fait ça pour faire en sorte que leur rugby grandisse. Ensuite vient l'Irlande et la France avec 3 joueurs. Pour la France, les 3 joueurs concernés sont Leroux, Vakatawa et Raka. Ensuite, l'Australie et Nouvelle-Zélande et le Pays de Galles et l'Angleterre avec seulement un seul joueur éligible à la règle de la résidence. Voilà, des sélections qui sont un petit peu faibles en termes d'étrangers, mais c'est aussi parce que ce sont des sélections historiques qui ne veulent pas laisser de place à d'autres. Ça permet aussi aux sélections comme la Fidji de ne pas donner leurs joueurs et de les récupérer eux-mêmes. Oui, si je peux me permettre, c'était juste sur le point de statistiques. Il y a des chiffres en effet incroyables dans cette Coupe du Monde. Plus de 30 nationalités sont présentes dans cette Coupe du Monde. Alors on sait qu'il n'y a que 20 équipes qui participent, donc c'est énorme. Et plus de 20% des joueurs, en effet c'est 22%, viennent d'autres pays dans lesquels ils jouent. Donc ils sont nés dans une nation autre que l'équipe avec laquelle ils jouent. Merci beaucoup Tom Oui. pour ce SDD, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour tout le monde. On va passer tout de suite au débat de la semaine. Le débat donc de la semaine avec le 15 de France qui a perdu face au Pays de Galles. Alors deux tendances sur le plateau et en général. On se pose la question si ce sont les Français qui ont été bons ou si c'est le Pays de Galles qui a été mauvais. On va commencer tout de suite avec vous Mathieu Agro. Pour vous, les Français ont été bons. Les Français ont été bons. Je pense que les Français ont réalisé leur meilleure prestation depuis plusieurs années, je dirais. Il y a quand même un élément que je retiendrai, c'est la mise en place de leur rush défense qui a fait beaucoup souffrir le Pays de Galles, notamment en première période. Les Gallois qui ont été incapables, si ce n'est sur les fautes françaises et pour aller en pénal touche, incapables d'avancer, de franchir la ligne d'avantage de la défense française. Les Bleus qui ont eu la possession, qui se sont procurés des occasions dans les 22 mètres. Il y a forcément ce tournant du match à la 48e minute, excusez-moi. Cette faute grossière de Sébastien Vamaina dont on a parlé tout à l'heure. Mais voilà, je pense que la France a réalisé des séquences quand même, des très bonnes séquences, notamment leur ligne d'attaque, leur jeu derrière. Ils ont prôné un jeu offensif et j'ai été quand même impressionné par leur niveau, d'autant qu'on voit quand même que c'était assez contrastant avec leur début de tournoi qui était
vraiment pas satisfaisante du tout sur le plan du jeu. Alors vous avez parlé de la rush défense qui a posé des gros problèmes offensifs au Pays de Galles. Le Pays de Galles, pendant cette Coupe du Monde, offensivement, c'est pas ça. On sait que Rob Howley a été exclu de cette Coupe du Monde. C'était l'entraîneur des phases offensives du Pays de Galles. Il a été remplacé par Stephen Jones. Ça a peut-être posé des problèmes. On sent les Gallois un petit peu perdus, surtout avec leur leader d'attaque, Jonathan Davis, qui n'a pas pu participer au match. Davis qui n'était pas là, effectivement. Aussi, Bigard, on sait, il a reçu 2 KO donc en 10 jours pendant les phases de poule et qui n'a pas fait son meilleur match, il faut le dire, face à l'équipe de France. C'est un jour sans pour l'ouvreur du Pays de Galles. Aussi, pour moi, il faut noter que quand même, dans la conquête, il s'était pris, dans le jeu, il s'était pris. Donc certes, l'équipe de France a réalisé une assez bonne performance, mais j'étais quand même déçu de cette équipe du Pays de Galles, qui n'ont pas montré les vraies capacités dans le jeu qu'on a vu pendant ce tournoi de destination, par exemple. Ce qui ressort finalement, Valentin, c'est que c'est une défaite cruelle pour les Bleus. C'est une défaite cruelle, très cruelle pour les Bleus, surtout que je trouve qu'ils ont vraiment été meilleurs que les Gallois presque pendant tout le match, sauf évidemment les 10 dernières minutes qui ont été difficiles à cause physiquement. J'ai vu des Français en première mi-temps très conquérants, très forts, très techniques. Ils m'ont vraiment beaucoup plu et je trouve ça très satisfaisant en vue de la Coupe du Monde 2023 avec des joueurs comme Charles Olivon, derrière des arrières Dupont, tout ça, Ntamak, qui vont encore progresser et qui seront certainement prêts pour 2023 en France. Un essai qui symbolise la bonne performance des Bleus, même s'il y a des défaite derrière, c'est l'essai de Charles Olivon, le deuxième essai des Bleus. L'essai de Charles Olivon, effectivement, on a retrouvé un petit peu ce fameux French flair qu'on avait perdu depuis tant d'années. Mais non, j'ai été plus déçu des Gallois que surpris de nos Français. C'est vrai que nos Français, on le sait, ils sont capables du meilleur comme du pire. Mais ces Gallois m'ont beaucoup déçu. C'est quand même une équipe qui arrive championne en titre du Six Nations avec en plus un grand chelem. Elle a réalisé une bonne performance contre l'Australie. Mais là, ils y étaient clairement pas. Ils n'ont pas réussi à mettre en place leur jeu. Ils ont su profiter, scorer grâce aux lacunes, enfin aux erreurs en tout cas de nos Français. 2 essais à 0 passe. Voilà, ils ont profité de nos erreurs. Et c'est comme ça qu'on perd le match et c'est regrettable parce que les Français étaient clairement au-dessus sur ce match et je pense que s'il n'y a pas ce fameux carton rouge, la victoire aujourd'hui ce serait les Bleus qui seraient en demi. Si le match est rejoué 10 fois, peut-être que les Gallois ne feraient pas les mêmes erreurs quand même. Ils ont peut-être pris ce match un petit peu trop à la légère et sous-estimé la force mentale des Français. Peut-être aussi, mais après c'est très dur de le dire, chaque match est différent. Et sur le point d'Anthony, quand il dit les lacunes françaises, c'est un petit peu ça. Le Pays de Galles profite des erreurs de l'équipe de France. Je pense notamment à l'essai gallois de Wainwright quand il perce, il fait 40 mètres. Il n'y a pas de couverture, c'est suite à une touche française et tout le monde coulisse dans le sens et il n'y a personne de petit côté. Donc c'est des fautes des trucs qu'on apprend en école de rugby, c'est ces choses-là. Et l'équipe de France en quart de finale de Coupe du Monde, il devrait être capable d'effectivement d'avoir une couverture défensive en tout cas plus solide. La balance finalement entre les capacités techniques, on voit sur l'essai de Charles Olivon qui est pas facile à réaliser et ces lacunes-là, Guillaume Guirado l'a dit dans son discours de fin de match. TF1 a eu les images du vestiaire français après ce match et il disait on n'est pas loin de ces nations, on est peut-être même meilleur que certaines en termes techniques, en termes de culture, mais c'est ces petits points-là qui les tuent finalement. Finalement, je pense que cette génération bleue, cette génération Guirado a été illustrée dans ce dernier match, cet ultime match de cette génération. Une équipe qui est capable du meilleur, qui est capable du pire, comme ce coup de Sébastien Vahamaina, comme cet essai casse-tête en première période de Wainwright. Après, bien sûr, la France a montré qu'elle avait du potentiel pour 2023. C'est un objectif qui est quand même... on peut être confiant au vu de ce qu'ils ont montré. Ils ont un vivier quand même assez important, des jeunes qui montent. Mais au final, voilà, la France est encore une fois incapable de remporter ses fins de match. On l'a vu à de nombreuses reprises ces dernières années. Alors là, vous parliez du renouveau des Bleus, beaucoup de départs. Celui du capitaine, Guillaume Guirado, Vahamaina qui l'a annoncé après son coup. Potentiellement Maxime Médard, Yoann Huget, aussi Picamol. Ça dégage un petit peu des joueurs qui ont marqué cette époque sombre du 15 de France, mais une très belle génération arrive. Et comme vous parliez un petit peu tous, il y a 2023 qui est dans la tête. Et c'est en France, et pourquoi pas là faire un coup. Ouais, je déteste cette expression, mais c'est vrai qu'on peut parler là de défaites encourageantes. Ouais. Il y a clairement des jeunes qui montent, qui se profilent. Je pense notamment aux 2 titres de champion du monde de U20 acquis récemment. Donc c'est vrai que 2023, on peut commencer. C'est dans un coin de la tête. Je pense que c'est dans le coin de la tête de tous les joueurs qui pourront postuler à une place dans ce 15 de France.
Mais après, il ne faut pas oublier qu'avant ça, déjà, on n'a pas fini cette Coupe du Monde, mais on peut déjà penser aux 6 nations. 6 nations qui va arriver à grands pas. Et quand on sait qu'on va recevoir l'Irlande et l'Angleterre, je pense qu'on peut faire déjà quelque chose de très beau là. Et ensuite, on pourra continuer sur la lancée. Mais en tout cas, oui, il faut clairement afficher ses ambitions. Et je pense que 2023, il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, sur les dernières années, la sonnette d'alarme a été tirée. On pense que le 15 de France a tiré les conclusions. Est-ce qu'ils vont faire mieux, vraiment? Est-ce qu'ils sont vraiment capables de faire mieux? Parce que c'est vraiment un trou noir qu'a vécu ce 15 de France-là comparé aux grosses nations du Sud et le Pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande. Trou noir, oui. Depuis 2011, depuis cette finale en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas eu grand-chose, il faut être honnête. Mais bon, c'est un nouveau coach qui arrive avec Fabien Galtier, c'est des nouveaux joueurs. Et il faut les lancer maintenant. Une nouvelle philosophie. Une nouvelle philosophie, il faut les lancer maintenant. On a vu l'équipe d'Angleterre après la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande. Ils ont lancé les Farrell, ils ont lancé les Ford, ils ont un peu changé tout le système de jeu, ce que l'équipe de France doit faire maintenant avec peut-être pourquoi pas Dupont, Neuf, Carbonel en 10, peut-être avec Belot ou Ntamak, ces jeunes-là qui ont gagné des titres avec les moins de 20, qui connaissent la victoire, qui maintenant doivent projeter la France vers de meilleures choses dans l'avenir. Oui, Je pense qu'autour de ce match-là va se bâtir un groupe beaucoup plus soudé, beaucoup plus solidaire. Je pense qu'ils vont tirer les conclusions qu'ils auraient dû tirer depuis déjà bien longtemps. Et je pense qu'il y a vraiment très clairement un groupe qui va se mettre en place autour de Fabien Galtier et du staff. Voilà, une génération un petit peu perdue. Place maintenant au renouveau et place aussi maintenant au Facteur X de Mathieu Agro. Et comme chaque semaine, le Facteur X de Mathieu Agro, cette fois-ci, vous allez nous parler du paquet d'avant sud-africain. En quoi il est aussi déterminant dans le jeu, Mathieu? Il n'y avait pas vraiment d'individualité à faire ressortir de cette victoire sud-africaine face aux Japonais dimanche matin. Donc moi j'ai préféré parler du bac entier Springboks. C'est véritablement leur arme principale. Colisi, Marx, Vermeulen, LCBS. Il y a du lourd à chaque poste chez les Springboks. Les Springboks, donc, c'est sans doute l'équipe qui a la meilleure conquête de la compétition. La conquête, c'est quoi? C'est en partie les touches et les mêlées, déterminantes aujourd'hui dans le rugby moderne pour les lancements de jeu, notamment pour les lignes arrière. Ça leur permet d'avoir beaucoup plus de temps pour jouer leur combine. Alors l'avantage de ce paquet d'avant sud-africain, c'est qu'il est complet sur tous les aspects du jeu. Oui, les Springboks sont impressionnants sur les 5 éléments de la conquête. Premièrement, ils ont la mêlée la plus performante du tournoi. Le pack le plus lourd de ces quarts de finalistes qui approche les 1000 kg et des joueurs considérés comme des références mondiales en mêlée fermée. Je pense notamment aux 2 piliers Malherbe et Mitawira ou également à Eben Etzebeth, le second ligne, sans doute le meilleur second ligne au monde. Il y a également la touche qui est très bien huilée. On a pu le voir en quart de finale face au Japon, ils ont fait un 10 sur 10 en lancement avec Malcolm Marx, le talonneur au lancer qui est sans doute le meilleur lanceur au monde. Successeur de Bismarck Duplessis qui lui aussi était une référence à son poste. Les Boks ont également volé 4 touches adverses face au Japon, c'est quand même une stat à retenir très intéressante. Il y a également des gros plaqueurs chez cette équipe Springbok, je pense à De Jaeger, le second ligne sud-africain qui a réalisé 15 plaquages en 15 sur 15 face aux Japonais. Mais il y a également Edzebes, Duplessis et Colisi qui sont également des références à ce niveau-là. Au sol, on a également des poisons. Marx a fini meilleur gratteur du Super Rugby en 2018. Il y a également Mitawira et Jito qui sont dans le top 10 des meilleurs gratteurs de la compétition. Et le dernier aspect de cette conquête, sans doute le plus important, c'est le maul, une arme destructrice pour les Springboks. Une action reflète la puissance du pack sud-africain sur les groupés pénétrants. À la 66e minute de jeu face à l'équipe japonaise, donc il y a un maul de 50 mètres qui est formé et qui amènera Marx à s'infiltrer dans les 22 mètres pour pouvoir jouer de manière très collective avec Faf de Klerk, un 2 contre 1, et donc l'essai de Klerk qui amènera à la victoire définitive de cette équipe Springboks face aux Japonais. Donc De Klerk, un 3/4, les 3/4 qui sont vraiment servis sur un plateau justement par ce travail des avants. Oui, forcément, quand tout fonctionne devant, derrière c'est beaucoup plus facile pour jouer. Les lignes arrière ont plus de temps pour s'organiser, plus d'espace à négocier, plus de cartouches à utiliser et bénéficient forcément du travail de sape des avants qui fatigue la défense adverse. Alors forcément, quand on a une conquête aussi impressionnante que celle des Springboks et des joueurs de grand talent comme notamment Mapipi et Golby sur les ailes et De Klerk et Pollard qui sont des magnifiques régulateurs, l'équipe sud-africaine fait très peur. Alors Valentin, vous avez des stats importantes sur les Sud-Africains. À la surprise générale, c'est eux les meilleurs marqueurs. C'est eux les meilleurs marqueurs. Après les quarts de finale, 30 essais inscrits par les Sud-Africains, 27 à l'issue des phases de poule, 185 points marqués en phase de poule et 211 depuis le quart de finale. Mais quand même, ils ont eu un match en plus. C'est 36 aux Français, comparé aux Français, aux Anglais, tout ça. Donc 36 points encaissés contre
en tout, donc troisième de la phase Troisième régulière. défense. Troisième défense, ouais. Troisième défense en sachant aussi qu'ils ont eu un match en plus et 39 points à l'issue des quarts de finale. Grosse inquiétude du coup pour les Gallois qui vont affronter la meilleure attaque, sachant qu'ils ont eu du mal face aux Bleus. Ah oui, c'est un sacré morceau là qui attend les Gallois. Voilà, ils sont passés de justesse contre nous. Vite falloir qu'ils remettent les pendules à l'heure et la tête à l'endroit parce que sinon, je pense que c'est une sacrée fessée qui les attend. Mais je pense qu'ils seront présents dans le combat. Je pense qu'ils ont su tirer les leçons du match contre les Français et je pense qu'ils vont vite se réveiller et qu'ils vont réaliser une belle prestation, mine de rien, même si ça apparaît très très compliqué sur le papier. Et on va passer au quiz de la semaine, différentes questions sur la Coupe du Monde, différents aspects du jeu et on va commencer tout de suite parce qu'on va attaquer les demi-finales. Quelle équipe, outre les All Blacks, deux équipes sont ex aequo, qui a joué le plus de Coupes du Monde, autre que les All Blacks, parce que les All Blacks c'est quand même au-dessus. En demi, En demi. C'est demi-finale, Ah ouais. hein. La France et L'Australie. l'Australie. on partage des points. Partage des points. Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de demi-finales? C'est la Six. 9e édition. 6 pour la France. Non. il me semble. C'est ça, Ouais. 6. Six. Et les All Blacks, est-ce que vous pouvez me donner 8. 8, c'est ça. La seule fois qu'ils participent pas en demi-finale, c'est quand? 2007. C'est en 2007, Oui, c'est vrai, élimination Français. des Français en quart se de rappelle finale. Alors bien. là, on essaie de se rappeler des bons souvenirs parce que c'est un peu compliqué, hein, l'élimination du 15 de France. Allez, question un petit peu violence. Quelle équipe a reçu le plus de cartons rouges dans l'histoire de la Coupe du Monde? Canada. Le Canada, exactement. Combien? Là, je sais pas. 4 cartons Quatre. rouges. Quatre. Il faut savoir qu'il y a pas Ouais, beaucoup de faut cartons savoir rouges ça. dans les C'est Coupes pas du Monde. énorme. Les équipes sont plutôt Non. bien disciplinées. Voilà, Anthony nous a quand même dit que la France avait reçu son premier carton rouge. C'est quand même C'est assez assez rare. surprenant, ouais. Ça, c'est surprenant. Exactement. Allez, troisième petite question. Quel club et combien de fois a-t-il gagné le top 14 en période de Coupe du Monde? Toulouse. Toulouse. Combien? 4. 3 fois. 3 fois. 3 fois, c'est une bonne réponse. Donc vous faites petit partage des points. On Oh. fera un cumul parce que c'est vraiment un bordel de ce questionnaire. Voilà, le Stade Toulousain qui a gagné en 96, donc après la Coupe du Monde de En 95, 2007. en 2008, après la Coupe du Monde de 2007 et en 91. 2012, 2012. après la Coupe du Monde 2011. de 2011 en Nouvelle-Zélande. Voilà. Dernière petite question. Quelle équipe a marqué le plus de points dans l'histoire de la Coupe du Monde? L'Écosse. Non, pas les Écossais. Les Écossais, alors, les Écossais ont été meilleurs marqueurs pendant une édition en 1991. Mais moi, je parle sur le cumul des éditions. Après, Ils ont c'est fait la des Nouvelle-Zélande. Eh oui, les All Blacks sont Oui. intraitables. Ils ont été meilleure attaque sur toutes les Coupes du Monde, sauf celle de 91 justement. Et le record c'était en 2003 avec 361 points. 61 points alors qu'ils n'étaient même pas allés en finale. Ça montre qu'ils sont intraitables beaucoup, avec tout le monde. Donc, victoire de tout le monde. En fait, j'ai l'impression que tout le monde a répondu un petit peu Faut faire n'importe faut faire le calcul. On fera les calculs et on donnera les comptes à la fin de cette Coupe du Monde. Donc encore 2 émissions avec vous après ces demi-finales et après cette finale. Ça a été un plaisir de tourner et de faire cette émission aujourd'hui avec vous. Merci à Andrea qui a été extrêmement patient à la régie. Merci à Alexis pour le logo derrière et Valentin Dupont pour le montage. On se retrouve donc la semaine prochaine. Salut.